C'est un grand plaisir pour moi aussi d'échanger avec lui, de collaborer avec lui. Je suis venu avec M. Sow qui est un sociologue, il est à l'UCAD. M. Mbaye, il est tuteur en sociologie, mais également il est à l'UCAD. M. Abassow, il est le président du club de sociologie de l'ENO de Guédiawaye. Aujourd'hui, vous m'avez demandé, je salue aussi M. Gom, je m'excuse. Je salue également le président, l'ensemble des étudiants de sociologie et même l'ensemble des étudiants de ENO Thiès. Vous m'avez demandé de traiter du sujet intitulé la sociologie et ses métiers, ou bien la sociologie et ses débouchés. Mais avant de parler du sujet, je voulais un peu gratiner mon frère Michel Ngom. Effectivement, il a parlé un peu des limites de notre modèle qui est le modèle UVS. Mais je pense que le samedi, je vais animer une conférence à Guédiawaye et ça va porter sur l'enseignement à distance parce qu'effectivement, je suis en train donc de rédiger un ouvrage portant sur l'enseignement à distance. Et aujourd'hui, au moment où l'on parle, je ne vois au Sénégal aucune université qui n'est pas en crise. Je pense que l'UBS est déjà, l'UGB est déjà en vacances, sans pour autant faire les examens. L'UGB est en vacances, sans pour autant faire ses examens. Je pense qu'à la faculté de droit de l'UCAD, on ne fera qu'une seule session. Et même jusqu'au mois d'avril, on n'avait pas encore commencé les cours pour la cohorte, pour la promotion 2015-2016. Et même sur UTS, je ne vois aucune université sénégalaise qui n'est pas en crise, à part l'UBS. Aujourd'hui, à Dakar, pratiquement personne ne pouvait emprunter l'avenue Cheikh Anta Diop à cause de la grève des étudiants. Et l'UCAD est devenue une université reconnue depuis 1957. Ça fait exactement 59 ans. L'UGB a fêté cette année-ci ses 25 ans. Les cadettes des universités, Thiès, Ziguinchor, pratiquement toutes ces universités ont 10 ans. L'UVS n'est reconnue en tant qu'université, ça ne fait même pas 5 mois. Et la première cohorte est à sa deuxième année. On raconte toutes sortes de choses sur l'UVS. Mais heureusement, M. le maire a bien répondu, vous avez bien répondu. Aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a aucune université qui n'ait pas expérimenté l'enseignement à distance. Toutes les universités expérimentent ça. Et qu'on le dise ou pas, c'est l'avenir. Moi, je suis à l'aise de parler de certaines universités parce que j'ai commencé par l'UCAD. Je suis enseignant de l'UCAD, mais c'est cette année-ci que j'ai pratiquement quitté parce que je ne peux plus assumer aussi bien les cours à l'UCAD qu'à l'UVS parce que je suis enseignant, mais aussi je suis de l'administration, donc je suis obligé donc d'abandonner tous mes cours de l'UCAD, effectivement, pour rejoindre l'UVS. Donc je suis à l'aise d'en parler. Je connais parfaitement l'enseignement présentiel, je maîtrise mieux que vous parce que ça fait 4 ans que j'enseigne à l'UCAD. Je connais mieux que vous et il y a même des labos, pratiquement le labo LASPROM, c'est moi pratiquement qui ai animé cela. L'ARESO, pratiquement depuis mon départ, le labo est morné parce que c'est moi qui ai animé ces laboratoires-là. Aujourd'hui, effectivement, Abbas peut m'en témoigner. On a discuté sur cela. J'ai dit que je vais implanter ce labo-là, non plus à l'UCAD, mais à l'UVS. J'ai des étudiants de la première année de seconde. En première année, ils maîtrisent l'ISFANS. Allez à l'UGB. Il y a même des tuteurs de l'UVS qui sont en thèse, mais qui jusqu'à présent ne maîtrisent pas l'ISFANS. Je sais que j'ai avec moi des étudiants de la deuxième année, ils maîtrisent l'ISFANS mieux que les étudiants de maîtrise, même de doctorat de l'UGB. Donc je sais ce que je parle. Et j'ai plus confiance en ce système qu'aux autres systèmes, je veux dire. L'avenir, c'est l'enseignement à distance. Et il n'y a pas un modèle plus adéquat que le modèle de l'UVS. Effectivement, au début, l'UVS a préféré ne pas communiquer. Parce que tout le monde disait que nous l'aimons.
Mais quand tout le monde dit que toi d'Odem, mais il faut faire mentir les gens par les actes. Lorsqu'on a préparé les premiers examens, on a dit que tout le monde pensait qu'effectivement c'était du tâtonnement. On a fait les examens. Et l'UVS est la seule université au monde où, en un mois, on peut préparer les examens, faire les examens, corriger les examens et délibérer pour les examens. C'est possible, puisque vous pouvez être ici au NOTS, vous attaquez directement le serveur de Dakar, et le soir vous terminez à 12h, à 15h, les correcteurs peuvent commencer la correction. Et on donne un délai à tous les correcteurs, on dit qu'en 3 jours au maximum, nous voulons que toutes les corrections soient corrigées. On fera après que, effectivement, parce qu'il y a des vérifications à faire. Parfois, vous voyez effectivement des étudiants qui ne reçoivent pas le nom, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de tentatives qui sont en cours. Les tentatives en cours, on ne peut pas corriger automatiquement. Ça, il faut que le correcteur lui-même rapporte sur une feuille la note. Or, effectivement, certains tuteurs n'ont pas cette habitude-là. Effectivement, ils partent sans pour autant donc nous donner les notes rapportées sur les feuilles. Et effectivement, nous, parce qu'à l'US, aujourd'hui, je pense, j'avais dit, nous avons 99 995, je pense, copies. 99, pratiquement 100 000 copies. Donc, traiter 100 000 copies, or toutes ces copies sont traitées par moi-même. Parfois, effectivement, on ne me donne pas ces cas-là. Effectivement, ce sont des cas d'omission. Et je ne peux pas, effectivement, il faut que je mette, puisque je n'ai pas vu la note de ces étudiants, il faut que je mette absent. Mais c'est l'étudiant lui-même qui se signale, l'étudiant, il saisit les noms, les noms saisit la scolarité, et la scolarité me saisit. Effectivement, nous allons vérifier les serveurs, et effectivement, nous voir que, effectivement, l'étudiant, il a composé. S'il y a nécessité donc de corriger, on le fera. Sinon, parce que nous avons des points focaux. Il y en a pour 5, sociaux, pratiquement pour chaque filière. Il y a un point focal, donc il est spécialiste en matière. Il peut corriger et nous donner la note. Il n'y a pas, même à ce niveau-là, il n'y a pas un système plus fiable que le système de l'US. Et lui, il a un peu effectivement parlé du tutorat, même vos activités du tutorat, pratiquement, dites-moi combien de séances de rendez-vous synchrones vous avez assisté cette année-ci. Et je peux ici même retracer pratiquement toutes vos activités, vos rendez-vous synchrones avec les tuteurs, toutes vos activités, je peux ici même montrer cela. Mais j'en ai pas besoin. Tout ce que je vous dis, il faut être l'ambassadeur de l'UVS. C'est à vous de faire l'UVS. C'est à vous de porter la voix de l'UVS. C'est à vous-même, surtout devant la présence extérieure. C'est à vous d'être les vrais ambassadeurs de l'UVS. Donc je vais un peu parler donc de notre sujet, la sociologie et ses métiers, ou bien la sociologie et ses débouchés. Vous êtes des étudiants, vos parents ont beaucoup investi sur vous, ils portent leur espoir sur vous, effectivement ils attendent quelque chose de vous. Qu'est-ce que vous allez devenir avec la sociologie? C'est quelque chose effectivement de très pertinent. Qu'est-ce que vous allez devenir demain? Et c'est donc ce sujet-là que nous allons traiter aujourd'hui. Et cela nous mène à un vieux débat entre la sociologie heuristique et la sociologie recherche-action. La sociologie heuristique, c'est la sociologie destinée à la découverte de la connaissance, à la découverte de la vérité. La sociologie recherche-action, c'est la sociologie menée pratiquement par les ONG ou bien les collaborateurs des ONG, pratiquement, effectivement, à des fins bien déterminées. C'est pour le genre, c'est pour le plaidoyer, c'est pour, effectivement, c'est pratiquement pour du plaidoyer. Ça nous mène aussi à un débat entre la sociologie universitaire et la sociologie extra-universitaire. Ça nous mène à un débat entre la sociologie libre et la sociologie commanditée ou bien la sociologie commandée. Ça nous mène à un débat entre la sociologie fondamentale et la sociologie expérimentale. Parce que vous savez, beaucoup de chercheurs ont défendu l'idée selon laquelle
le sociologue doit garder sa liberté. Il ne doit en aucune manière être commandité. Il ne doit en aucune manière être influencé. Il doit, je pense que c'est même Émile Durkheim qui le disait, il doit traiter les faits sociaux comme étant des choses. Donc, c'est l'objectivité à 100% entière. Il ne doit donc y avoir aucune influence extérieure. Mais il faut savoir que ça, c'était donc au tout début donc, de la création de la sociologie. Et Émile Durkheim même qui a dit ça, il faut traiter les faits sociaux comme étant des choses. Lui-même, il a dit que le sociologue ne peut rester dans sa tour d'ivoire et s'abstenir de discuter des questions sociales et politiques, surtout lorsque ces dernières portent directement sur les travaux qu'il vient de mener. Et lui, au début, à travers la publication des règles de la méthode sociologique, RMS, un ouvrage que je vous recommande vous tous, lui, il avait un objectif bien défini. C'était donc de créer une science. C'était de donner un objet d'étude à sa nouvelle science qui est la sociologie, mais aussi de lui donner une méthode. Il a voulu donc donner à la sociologie un objet d'étude, mais aussi une méthode. Et l'objet d'étude de la sociologie est selon lui le fait social. Et selon Max Weber, c'est l'activité sociale ou bien l'action sociale. Selon Gurevitch, c'est le phénomène social. Et ce fait social-là, il le définissait comme étant toute manière de faire susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure, ou bien il disait que les faits sociaux consistent en des manières d'agir, de sentir et de penser extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose à lui. Il a pu réussir à donner à la sociologie, je pense que vous tous, vous avez maîtrisé cela. C'est pour revenir à ce que disait Michel Kadi. Actuellement, j'ai des étudiants de la licence. Je peux citer Abasso, je peux citer Awa. Je pense que la sociologie compréhensive de Max Weber à l'UCAD, j'ai des étudiants de licence 3, jusqu'à présent, ils ne maîtrisent pas la sociologie compréhensive. Or, ici, à l'UVS, à partir de la première année, vous êtes tenus, vous êtes obligés de maîtriser aussi bien la sociologie explicative d'Émile Durkheim que la sociologie compréhensive de Max Weber. Et je le dis au nom d'Allah, j'ai fait cours à l'UCAD tout en voyant des étudiants avec des polycopes marquant donc l'UVS. Donc, nos cours même, les étudiants des autres universités, effectivement, ils font cours pratiquement avec nos propres cours. Les cours enseignés à l'UVS. Comme l'a dit M. Khan tout au début, qu'est-ce qu'on disait de l'UGB? On dit qu'effectivement, les diplômes ne sont pas valides. Les profs chevronnés, ceci, ils sont à l'UCAD. Mais comme on l'a dit, tous les cadres nous viennent actuellement de l'UGB. Et la qualité des étudiants que je vois à l'UVS, je sais que par exemple pour l'ENA, pour les concours, je sais qu'au moins on n'aura pas, si l'UVS présente ses candidats, on n'aura pas moins de 50% de réussite. Ça, je le sais. Et comme l'a dit, M. Khan l'a dit, il a bien dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est à vous-même. Donc c'est à vous-même de croire à l'UVS, de porter le modèle de l'UVS et d'avoir confiance en le modèle de l'UVS. C'est à vous-même de le faire. Parce que nous savons, nous-mêmes, nous savons où l'on va. Récemment, on a créé des RAFADIS, pratiquement, ça regroupe l'ensemble des universités, effectivement, toutes les universités. Aujourd'hui, le président, c'est le recteur de l'université de Bombay. Parce qu'effectivement, ils veulent promouvoir l'enseignement à distance, mais eux-mêmes, ils savent que sans l'UVS, le projet n'ira nulle part. Ils veulent coûte que coûte impliquer l'UVS dans le projet. C'est moi-même qui étais parti représenter l'UVS
c'était ma première... c'est la première fois effectivement que j'assistais à la rencontre. Et à ma première présence, on a voulu même me faire le trésorier général. Et on m'a même nommé le trésorier général, mais je suis venu, effectivement, j'en ai parlé au coordonnateur. Il m'a dit que tout le monde disait qu'effectivement l'US c'est la cadette des universités, l'US nulle à nulle part. On préfère pour le moment être la cadette. Il nous sous-estime, effectivement. Nous préférons nous sous-estimer, effectivement, et faire mentir les gens avec ça. Comme je le disais, Émile Durkheim, il avait un projet bien défini qui consistait à créer donc une science moderne qui est la sociologie. Mais ce n'était pas l'ambition de Durkheim, n'était pas tout simplement cela. Parce que lui-même, Émile Durkheim lui-même, il a dit, je crois pouvoir poser avec quelques précisions qui se rattachent les unes aux autres de manière à former une science au milieu des autres sciences positives. C'était donc cours de sciences sociales. C'était ça, il a voulu fonder une nouvelle science qui est la sociologie, mais il a voulu donner à la société une plus grande conscience d'elle-même et de son unité, renforcer et rendre plus visibles les liens qui rattachent les individus entre eux afin de parer à l'égoïsme qui les guette. Il a voulu prévenir les risques de désintégration et d'anomie que la société encourt. Parce que, vous savez, il a fait une étude sur le suicide et il en a identifié 4 types. Je pense que le plus souvent, on vous a dit 3 types, mais c'est 4 types. Et ça vient de moi-même. Émile Durkheim, il a identifié ce que l'on appelle le suicide égoïste, dû effectivement à un excès d'individualisme. Nous tous, nous savons que la société occidentale tend vers cela, vers l'individualisme, ou comme on le dit en Wolof, bok pour sa bok. Personne ne pense qu'à lui-même. Or, Émile Durkheim a su qu'effectivement ça c'est un danger. Ça contribue à la désintégration sociale. Ça, il en a identifié un type, c'est le type suicide égoïste. Mais il en a un autre, c'est le suicide anomique, dû à l'absence de règles, dû à la désintégration sociale. C'est l'anarchie. Et il a vu qu'effectivement, la société occidentale tend vers l'anomie, tend vers l'individualisme excessif. Il a voulu, à travers ses publications, à travers surtout la publication du suicide, à travers la publication de la division du travail social, prévenir les gens sur les risques d'anomie et les risques d'individualisme excessif. Pour vous dire qu'il n'avait pas la seule ambition de créer une science, mais il a voulu effectivement que sa sociologie soit utile, que sa sociologie sert à quelque chose. Et il le dit lui-même que nos recherches ne méritent pas une œuvre de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Si nous supposons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger ces dernières, c'est au contraire pour nous mettre en état de mieux les résoudre. Donc sa sociologie a été donc utile à sa société. Pour vous dire que si ce qu'on disait que la recherche doit purement être fondamentale, purement universitaire, ça c'est faux. Et vous allez voir, la recherche sociologique doit toujours servir à quelque chose. Ne doit pas être purement universitaire, mais ça doit être aussi bien universitaire qu'extra-universitaire. Aussi bien théorique que pratique. Aussi bien fondamentale qu'expérimentale. Que la recherche sociologique doit mener et doit servir à quelque chose. Nous devons être, c'est Durkheim qui le dit, nous devons être avant tout des conseillers. Les sociologues ont toujours été des conseillers des places. Cela veut dire que des conseillers des décideurs. Aujourd'hui, pratiquement dans toutes les structures de l'État, il y a des conseillers sociaux. Il y a des psychologues
conseillers. Or, ces psychologues-là sont formés pratiquement par le département de sociologie. À l'ENST, c'est ENTS, non, il y a une autre, après INSEP, effectivement, il y a une faculté où ne sont formés que les psychologues conseillers. Or, pratiquement 60% des ressortissants de cette école-là viennent du département de sociologie. Il y a un quota pour le département de philosophie et un autre pour le département de philosophie. Mais je pense que c'est la sociologie qui a le plus grand le plus grand quota. Mais c'est uniquement donc des sociologues qui sont recrutés là-bas. Et depuis Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, pratiquement dans toutes les structures de l'État, c'est École nationale des travailleurs sociaux et spécialisés, c'est ça donc. Pratiquement dans toutes les structures de l'État, il y a des conseillers, mais des conseillers qui sont des sociologues ou bien des apprentis sociologues. Parce que les sociologues ont toujours été, comme je l'ai dit, des conseillers des princes, c'est-à-dire des conseillers des décideurs. Si la société américaine est en avance sur toutes les autres, parce que les Américains, ils ne font rien du tout sans pour autant faire des études d'impact. Avant d'initier un programme, ils voient donc ce que le programme va donner. Or, ce sont les sociologues qui font cela. Vous avez de tout temps entendu parler de l'école de Chicago. L'école de Chicago n'était, et jusqu'à présent, n'est qu'un laboratoire à la solde de l'État américain. Sur la sociologie urbaine, sur la criminalité, mais surtout, il y a donc l'école de Chicago donc, qui fait une étude et qui donne les résultats de ces études à l'État américain ou bien au démembrement de l'État américain. Comme le dit, nous devons être avant tout des conseillers, c'est Durkheim lui-même qui dit ça. Des éducateurs, il a été un moraliste. Les sociologues doivent être un moraliste, des moralistes je veux dire. Nous sommes faits pour aider nos contemporains à se reconnaître dans leurs idées et dans leurs sentiments beaucoup plus tôt que pour les gouverner. Les sociologues ne sont pas des gouvernants, mais ils sont des conseillers, parce que je l'ai dit. Récemment, M. Malik Ndiaye, il a été donc un conseiller du président Macky Sall. Kalignan, il a été donc le conseiller du Premier ministre. Pratiquement qu'il s'agit Il travaille dans le programme de l'AIPD. C'est ça donc. Pratiquement, surtout pour la tradition américaine, les décideurs sont toujours entourés de sociologues. Et au début, effectivement, on ne connaissait pas suffisamment la sociologie, mais aujourd'hui, on commence davantage à la connaître. Pratiquement sur tous les phénomènes sociaux, il y a des sociologues qui sont interrogés. Il y a la mendicité, effectivement, on veut connaître l'avis du sociologue. Il y a la délinquance juvénile, il y a la planification familiale. Pratiquement sur toutes les politiques, pratiquement sur tous les programmes, on veut connaître l'avis du sociologue, ce qu'en pense le sociologue, ce qu'effectivement les sociologues ont dit ou bien ont su par rapport à ce phénomène-là. Mais ils ne sont pas des gouvernements, mais ils sont des conseillers des princes, des gouvernements. Et surtout, il a beaucoup insisté dans l'état de conviction mentale où nous vivons. Quel rôle, c'est Émile Durkheim qui l'a dit, quel rôle plus à jouer? Je pense. Émile Durkheim, effectivement, il pense qu'il n'y a pas un rôle plus grand que cela. Parce que, qu'on le dise ou pas, pratiquement toutes les sociétés sont en crise. Crise des valeurs, les familles sont en désintégration, le système éducatif, au Sénégal, mais tout le monde. Est-ce que depuis 1976, il y a une seule année où il n'y a pas de grève? La parenté, pratiquement dans tous les secteurs. Mais l'homme, on est perdu. Parfois, on se questionne même sur notre avenir, sur notre devenir. Mais pour cela, on a besoin d'orientation. On a besoin d'être éclairé. On a besoin d'être conseillé. Et qui est donc le plus habilité à le faire?
Mais ce n'est que le sociologue qui fait du terrain d'abord. Parce qu'on n'est plus à l'ère des sociologues de francophonie. Le sociologue qui reste dans son bureau et qui veut tout interpréter. Le sociologue doit être donc un homme de terrain, faire des études de terrain, mais et se baser sur les résultats de son terrain, mais effectivement pour pouvoir orienter les autres. Aujourd'hui, il y a la mendicité des enfants talibés, mais on fait une étude sur la mendicité des talibés, mais on se base sur les résultats de ces enquêtes-là pour dire que c'est ça exactement la cause de la mendicité. Pour pouvoir enrayer ce phénomène, donc il faut agir sur les causes. Mais l'homme d'État peut ne pas savoir cela. C'est celui qui a fait le terrain, effectivement, qui peut nous donner ces genres d'informations-là. C'est pour vous dire que le sociologue, donc, a l'obligation de faire des études sur les faits sociaux. Il a l'obligation de participer aux débats sociaux. Il a l'obligation de faire des réflexions sur les grandes réformes de son temps. En France, pratiquement toutes les politiques éducatives de la France sont orientées par les travaux de Pierre Bourdieu. Aux États-Unis, pratiquement toutes les études sur l'urbanité, sur les villes, sont orientées par les études de l'école de Chicago. Malheureusement, au Sénégal, jusqu'à présent, effectivement, nous ne sommes pas comme nous devrions l'être, des hommes de terrain. Moi, personnellement, je travaille dans ce sens-là. À partir de la première année, comme je l'ai dit, le laboratoire, j'ai pratiquement fait le projet. Je vais soumettre le projet au coordonnateur et Inch'Allah, je pense que lui-même, il a intérêt à ce que, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun laboratoire à l'UVS. Je vais travailler donc sur ce projet-là et ce sera donc un laboratoire, parce que, comme on le dit, ce sera pratiquement un laboratoire à la solde de la filière de sociologie. Parce qu'effectivement, les autres filières n'ont pas créé cela, c'est la filière de sociologie qui a créé le laboratoire, mais c'est la filière de sociologie qui en bénéficie plus que les autres. Et sans plus tarder, j'ai commencé effectivement, comme je l'ai dit, une étude sur l'enseignement à distance. Il y a même des étudiants de Saint-Louis qui travaillent là-dessus. Il y a des étudiants, il y a Maïssa Ndiaye, il y a Ahmed Seydi Diallo, il y a des étudiants de Mour avec Salou Dian, il y en a d'autres. Les Guillaume Joseph, ils travaillent là-dessus. Et avec Michel Dié, le RARESO, on travaillait sur la religiosité au Sénégal, parce que c'est un thème qui intéresse pratiquement tout le monde. Avec l'intégrisme, avec le radicalisme. Mais c'est quelque chose d'actualité. Et malheureusement, ce sont pratiquement les Français, les Occidentaux qui viennent. Parce que pratiquement en France, il n'y a plus d'objets d'études. Pratiquement tous les objets ont été déjà explorés. La matière, c'est ici même. C'est nous qui avons la matière première. Mais malheureusement, ce ne sont pas nous qui exploitons cela. C'est à nous de promouvoir la recherche. Or, il faut s'appuyer sur quelque chose, il faut s'appuyer sur les laboratoires. Et je compte sur vous, sur votre accompagnement pour, à partir de la première année, initier les étudiants de l'EVS à la recherche fondamentale. Et je vous dis, ça paye beaucoup. La recherche de terrain, ça paye beaucoup. Je ne veux pas parler de mon salaire, mais j'ai une fois travaillé effectivement dans un programme, et Dieu sait, je ne recevais pas moins de 40 000 dans la journée. Wow. Moi-même qui l'ai fait, j'ai fait une étude avec, mais on ne recevait pas moins de 40 000 francs dans la journée. Il y a aujourd'hui, Michel Kahn m'a interpellé sur le Sphinx. Il y a un programme pratiquement qui exploite le Sphinx mieux que les sociologues. Et ça se voit. On peut faire une étude de terrain, mais on est obligé d'exploiter ces travaux-là, mais qui les exploitent. On utilise les logiciels de traitement de données statistiques. C'est les Sphinx. Or, pratiquement rien n'est gratuit. On vous sollicite, effectivement, c'est un marché. Vous donnez votre prix. Donc, ils doivent participer à la réflexion sur les grandes réformes de son temps.
Même on parle de la décentralisation. À ce niveau-là, on devrait entendre les sociologues. Ils devraient se prononcer là-dessus. Et Durkheim lui-même, effectivement, il a pris part à ces débats-là. Pour vous dire que, d'après Émile Durkheim, la sociologie doit toujours servir à quelque chose. Et ce n'est pas seulement Émile Durkheim qui a pensé cela. Nous allons voir qu'avec Max Weber, au début, effectivement, il a voulu un peu critiquer la recherche fondamentale et il a prôné une nette séparation entre les savants et les politiques. Parce qu'il a écrit un célèbre ouvrage intitulé Les savants et les politiques. Et il lui souligne, on ne peut pas être en même temps homme d'action et homme d'étude sans pour autant porter atteinte à la dignité de l'un et de l'autre, sans manquer à la vocation de l'un et de l'autre. Effectivement, parce que si mon étude est commanditée par une ONG, mais il y a des termes de référence et je suis obligé même de respecter les termes de référence. Je peux voir quelque chose sur le terrain, mais puisque ce n'est pas donc dans mes termes de référence, je suis obligé de ne pas dire cela. Malheureusement, effectivement, à ce niveau-là, Max Weber, il a raison. Parce que le sociologue doit toujours dire les choses comme telles. Mais si je suis payé par Michel Faye, il veut que je dise les choses comme il le veut. Mais puisque je veux avoir quelque chose, je suis obligé donc d'agréer sa demande, de faire comme il le désire. Et ça, malheureusement, ça tue la recherche. C'est dans ce sens-là que Max Weber, il a voulu faire donc une nette dichotomie entre les savants et les politiques. Je suis un politicien, mais je suis en même temps votre enseignant. Nous sommes dans un même quartier et je vois Abbas Sow qui est à Golf comme moi. Il milite non pas à la paire comme moi, mais au Réumi, effectivement, qui est un adversaire de la paire. Je peux en péto dire à Abbas, soit tu te souviens à moi, soit je t'attends à l'examen. Il peut faire un excellent travail, mais je peux lui donner 9, sans pour autant avoir de compte à rendre à personne. C'est dans ce sens-là, effectivement, que Max Weber disait que le sociologue doit effectivement se départir de la politique, puisqu'il peut influencer ses sujets, il peut influencer ses étudiants, il peut influencer ses doctorants. Mais on a vu qu'effectivement, à la fin de sa vie, il a beaucoup regretté cela. Parce que lui, il a vécu pratiquement, il est mort en 1923. Après-guerre, pratiquement, la véritable personnalité de l'Allemagne, c'était lui-même. Il devait même être le président à cette époque-là de l'Allemagne, puisqu'il était, sur le plan des idées, il était l'homme le plus écouté, l'homme le plus respecté, mais puisqu'il avait pris en ses débuts donc ses distances vis-à-vis de la politique, il ne pouvait pas donc du jour au lendemain donc se lancer à la politique. Il a beaucoup regretté cela, raison pour laquelle il a été donc obligé donc de militer. Au début, il disait la recherche pourra être menée de façon autonome, ne pourra être menée de façon autonome. Plus la recherche pourra être menée de façon autonome, plus elle aura des chances d'aboutir à des résultats originaux. Au début, c'est ce qu'il disait. Et la recherche ne peut être utile que si elle est dépourvue de jugement de valeur. Mais comme je le disais, il a beaucoup regretté cela. Il a regretté donc de n'avoir pas pris position. Il a effectivement lui-même, il a finalement su qu'il devait être un bon conseiller, un conseiller des défense. Parce qu'il a fait énormément d'études sur la politique. À la faculté de droit, pratiquement l'auteur le plus enseigné, c'est pratiquement Max Weber. Parce que tout simplement, il a beaucoup publié sur l'État, sur l'autorité, sur le pouvoir, sur la politique. Raison pour laquelle, dans toutes les facultés des sciences juridiques, on enseigne les enseignements de Max Weber. Mais lui-même qui donnait ces enseignements-là, pourquoi donc, effectivement, au début de ses recherches, il n'a pas voulu s'engager, conseiller des princes, parce que tout simplement, il a voulu donc que la sociologie soit purement heuristique. Mais on verra que dans la tradition française,
qu'il s'agisse d'Émile Durkheim, de Pierre Bourdieu, de Raymond Aron, ils ont combattu cette tendance et ils ont su que la recherche doit servir à quelque chose. Et on l'a vu même effectivement à la fin de sa vie, au nom du nationalisme, il s'est engagé dans la Première Guerre mondiale par nationalité. Il a accueilli avec enthousiasme la révolution russe en 1905 et il a participé de façon active à la vie politique. Et il a même milité, je pense, au rassemblement patriotique et rassemblement RPD, je pense. Il a même effectivement, à la fin de sa vie, il a même milité. Pour vous dire que la sociologie ne doit pas être purement et simplement heuristique, mais elle doit toujours servir à quelque chose. Et on verra aussi, surtout avec Pierre Bourdieu, il fait partie des sociologues les plus engagés. Il a voulu lutter contre toutes les formes de domination. Et Pierre Bourdieu a lui-même dit, Pierre Bourdieu, Passeron, ils ont publié un ouvrage commun où il dit que le métier de sociologue se définit comme un travail de recherche sur la société qui consiste à déconstruire les prénotions, les vérités du sens commun et les affirmations médiatiques faussement empiriques en recourant à une méthode rigoureuse d'élaboration de connaissances par l'observation approfondie des faits, par la critique théorique des concepts et de leurs modalités d'interprétation. Lui, de son vivant, pratiquement, il a été le sociologue le plus détesté. De son vivant, j'ai dit. Parce qu'il avait vu qu'il y avait une sorte de doxa. Il y avait les classes dominantes qui imposaient leurs idées. Il se servait des appareils de domination tels que les médias. Or, les médias, il y a les journalistes. Et malheureusement, les journalistes, ils aiment beaucoup critiquer les autres, mais ils n'aiment pas être critiqués. Or, Émile Durkheim, Pierre Bourdieu s'attaquait beaucoup, il attaquait beaucoup les journalistes. Or, les journalistes ne voulaient pas de cela. Lui, il a vu que l'école construit un appareil de domination. La religion, pareillement. L'armée, pareillement. Ils sont des appareils à la solde de la classe dominante pour perdurer le système de domination. Or, Pierre Bourdieu, il combattait cela. On a vu donc avec Émile Durkheim, avec Max Weber, avec Pierre Bourdieu et même avec Raymond Aron, parce que Raymond Aron a été directeur de cabinet d'André Malraux. Tout juste après guerre, la première personnalité la deuxième, parce que la première c'était De Gaulle, André Malraux a été pratiquement la deuxième personnalité de la France. Parce que lui, il était un homme politique, mais en même temps un homme de culture, un homme de lettres. Et il a été donc son directeur de cabinet. Ce qui nous pousse à dire qu'il avait pensé que la recherche ne doit pas être purement heuristique, mais on doit allier le savant et politique. Tout sociologue doit être donc des conseillers des pensées. Vous donc, qu'est-ce qu'on attend de vous? Il y a donc votre avenir qui est en jeu. Vous voulez devenir quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit vous conseiller? Ce qu'on vous conseille, la première chose à faire, c'est la maîtrise des théories sociologiques. Parce qu'avant pratique, il y a la théorie. Vous êtes à une étape où vous devriez maîtriser pratiquement tous les fondamentaux, toutes les théories fondamentales de la sociologie, qu'il s'agisse du holisme, de l'individualisme méthodologique, du fonctionnalisme, de l'évolutionnisme, du culturalisme, pratiquement toutes les grandes théories sociologiques. C'est la première étape. Après cela, il faut allier recherche, il faut allier études et terrain.
il faut maîtriser aussi bien les méthodes quantitatives que les méthodes qualitatives. Il faut maîtriser aussi bien les méthodes qualitatives que les méthodes quantitatives. C'est cela donc qui pourra donc vous donner des garanties, qui pourra donc vous ouvrir les portes au métier de la sociologie, au débouché de la sociologie. Et les sociologues ont beaucoup réfléchi là-dessus. Je pense même, on a vu que, j'ai identifié quelque chose, par exemple, Pierre Bourdieu, il a dit, il faut à présent des sociologues dans toutes les institutions de la vie active. Dans les hôpitaux, on doit avoir, parce qu'effectivement, le malade, il a besoin de conseils, il a besoin d'orientation. Dans les écoles, on doit avoir des sociologues. Dans la municipalité, on doit avoir des sociologues. Dans les entreprises, dans tous les centres de formation, on doit avoir des sociologues. Et on a vu ici, par exemple, il y a de la matière. Il y a beaucoup d'ONG qui interviennent dans les mondes ruraux, dans le monde rural. Et ils ont besoin donc d'appui, d'orientation, de sociologues. Puisque parfois, ils viennent avec des programmes, avec des projets, mais il faut que le programme, il faut que le projet soit adopté par la cible. Si on vient avec des milliards, avec un projet, et que le projet ne soit pas accepté par la population, mais l'issue du projet sera l'échec. Raison pour laquelle la plupart des programmes des ONG, mais avant d'initier donc un projet, mais ils font recours aux sociologues qui vont les accompagner, qui vont faire des études, d'impact, qui vont évaluer effectivement le projet avant que le projet donc soit mis en application. Et même après la mise en application, on fera une étude d'évaluation et ce sont les sociologues eux-mêmes qui feront donc l'évaluation. Pour terminer, je vous dirais que ayez confiance en cette discipline, en cette filière qui est la sociologie. Au début, on ne la connaissait pas assez. Mais aujourd'hui au Sénégal, pratiquement dans toutes les télévisions, dans toutes les radios, chaque jour on entend donc la sociologie, les sociologues. Aucune ONG n'ose initier un programme sans pour autant solliciter les sociologues. Les mairies sont là, l'État est là, comme je l'ai dit, dans tous les ministères, pratiquement dans toutes les directions. Aujourd'hui, on fait donc, sans pour autant même faire des concours, je pense que le président Macky Sall même avait demandé donc aux sociologues de déposer des dossiers, aux fonctionnaires d'une manière générale, de déposer des dossiers à la primature. Et sur la base des dépôts, effectivement, on a fait donc un dépouillement et on a pu donc placer donc beaucoup de sociologues qui n'ont fait aucune formation, qui sont fraîchement issus des universités et qui sont recrutés dans la fonction publique, servant donc de conseillers, comme je l'ai dit, dans toutes les inspections. Nous avons des psychologues conseillers qui sont des sociologues. Dans toutes les mairies, il y a des sociologues qui jouent le rôle de conseillers. À part cela, nous avons donc la recherche fondamentale, nous avons les études. Dans toutes les universités, il y aura des filières de sociologie. Vous pourrez donc y servir comme enseignant, comme chercheur, comme consultant, comme fondateur, comme formateur. Je vous dis que donc les champs d'action de la sociologie sont vastes, mais c'est à vous de les explorer. C'est ce que j'avais donc d'une manière ramassée parce que je suis très content. Donc je vous remercie. C'est bon. Bon, si vous avez des contributions, des questions à poser, c'est la parole.
10 minutes.